Mindseeder. Dites-moi si vous avez déjà été confronté à ce genre de situation. Depuis quelque temps, vous avez constaté que l'un de vos proches garde ses distances. Quelque chose a changé en lui. Il n'est plus comme avant, comme s'il broyait du noir. Et vous, comme vous êtes son ami, vous avez envie de l'aider. Tant bien que mal, vous essayez de garder le contact, de lui redonner le sourire. Mais cela ne s'avère guère fructueux. Plus vous essayez, et plus il s'éloigne. Une personne à qui vous tenez particulièrement est-elle en plein burn-out ? Vient-elle d'apprendre une mauvaise nouvelle concernant sa santé, ses relations, voire son travail ? Et vous, vous aimeriez lui faire savoir que vous êtes présent pour elle ? Que c'est une personne qui compte pour vous au quotidien ? Si cette situation vous est familière, je sais que vous aimeriez l'aider à remonter la pente. Vous aimeriez la faire positiver, ou du moins qu'elle relativise. Voir le verre d'eau à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Ou simplement lui faire comprendre que peu importe le choix qu'elle fera, vous serez là pour la soutenir. Vous aimeriez qu'elle accepte votre présence pour la conforter, l'encourager, la soutenir. Malheureusement, rien ne se passe. La personne vous sourit et s'isole encore un peu plus. Et vous vous sentez inutile, démuni face à cette situation. Ce que vous ressentez en vous, c'est indirectement de l'amour, de la bienveillance. C'est ce que l'on appelle avoir de l'empathie. Elle se définit par la capacité de s'identifier à autrui dans ce qu'il ressent. Bien sûr, dans cette situation, il est important d'être à l'écoute des personnes que l'on aime. Cependant, il faut déjà arriver à le faire de la bonne manière. Dans notre empathie, nous avons tendance à vouloir nous mettre à la place de l'autre, ce qui veut dire sa situation dans notre corps. Malheureusement, cela va produire ce que j'appelle une distorsion de la réalité. Vous ne pouvez pas interpréter cette situation en vous imaginant à sa place, car vous ne réagirez pas de la même manière. Vous n'êtes pas dans sa tête, pas dans son corps, vous n'avez pas le même vécu, la même expérience. Vous n'avez sûrement pas le même caractère, la même façon de penser, tout simplement pas la même mentalité. Et c'est cette multitude de différences qui fait que vous ne pouvez pas vous exprimer à sa place. J'en suis conscient que ça part d'une bonne intention, que vous avez envie de l'aider. Vous n'êtes pas là pour lui donner des ordres, mais le fait de parler comme si vous saviez peut être mal interprété par votre interlocuteur. Il peut se dire « mais il me veut quoi lui ? Il se prend pour qui ?» Vous savez, c'est le yaka faucon, ça paraît toujours simple. Et c'est souvent pour cette raison que la personne s'éloigne. Nous essayons de solutionner son problème alors que nous devrions plutôt nous focaliser sur ses besoins. C'est de son propre chef qu'il peut créer le dénouement, mais nous pouvons l'y accompagner. Et cela ne peut se faire qu'à travers l'écoute active. Cela fait surgir une question intéressante, c'est pour quelle raison avez-vous besoin de vous mettre à sa place ? Pour imaginer les choses, je dirais que votre réaction est le miroir de vos propres peurs. Par amour, nous essayons de protéger l'autre de ce que nous interprétons comme un obstacle. Ce n'est pas évident de l'admettre, mais il faut accepter que la personne en face de nous soit différente. Surtout avec les enfants, il faut arriver à accepter que notre enfant puisse faire quelque chose que nous n'avons jamais osé faire. Elle est là, la vraie ouverture d'esprit. Je mets mon moi de côté pour découvrir et accepter l'autre telle qu'elle est. Savoir faire cette distinction permet de comprendre qu'il y a mon monde à moi et celui de l'autre. Dans la plupart des cas, nous sommes plutôt dans l'égocentrisme. Nous écoutons son histoire, nous nous mettons à sa place et nous parlons de nos propres peurs. Ça résume rapidement la situation. Nous ne sommes ni dans l'empathie, ni dans l'ouverture de l'autre. Vouloir aider son prochain passe par la découverte de son monde, donc être à l'écoute et poser des questions intéressées. Ça peut être sur sa réaction, son ressenti, une demande d'explication sur une situation ou des mots qui nous paraissent inhabituels. Au lieu de penser savoir, questionner. Voilà, c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Je dirais que le Graal, c'est d'arriver à mettre son soi de côté et être prêt, être ouvert à accueillir ce que notre interlocuteur a à nous dire. Peu importe ce que tu as à me dire, je suis prêt à l'entendre. Sans jugement, sans interprétation. Maintenant, sur Mindseeder, nous allons voir les 4 obstacles à l'empathie. Il faut savoir que ces obstacles, nous les mettons inconsciemment en place au fur et à mesure de la conversation. Ce qui fait qu'elles se dégradent sans même que l'on ne s'en rende compte. Elles peuvent être très directes, très abruptes, négatives ou même placées avec sympathie. Le point commun de toutes ces barrières que l'on pose sur ce chemin est qu'elles sont mises en place quand je parle de mon point de vue et non celui de l'autre.
C'est quand nous exprimons un avis personnel avant même d'avoir accueilli l'intégralité de l'univers de l'autre. C'est comme si vous étiez en train de parler et moi, plap, je vous coupe l'herbe sous les pieds comme si ce que j'avais à dire était plus intéressant. Vous ressentez ce que ça peut faire? Donc la première catégorie d'obstacles sont les obstacles mentaux. Alors on y trouve en premier lieu le trop-plein d'interrogations. Vous savez, quand la personne vous bombarde de questions et qu'elle ne prend même pas le temps d'analyser les réponses. Ensuite, on a la personne qui cherche à tout prix à comprendre, à vouloir analyser, donner des explications, voire même émettre des hypothèses. Et puis on termine par le sachant, genre de personne qui croit détenir toutes les réponses. On l'appellera Einstein, alors qu'en réalité, il n'y connaît pas grand-chose. Cet obstacle, c'est vraiment quand le mental prend le contrôle, il est trop présent, à tel point qu'il ne porte presque plus attention à ce que la personne nous dit en face. Pour donner quelques exemples sur le terrain, ça donnerait du genre... Votre ami vous confie « Hier, je me suis disputé avec ma femme. » Et vous lui répondez « Ah ouais, comment ça se fait? Vas-y, viens, on va boire un verre, tu me raconteras tout ça. » Ça donne vraiment plus l'impression que vous êtes excité par la nouvelle que dans l'empathie. Bien sûr, c'est caricaturé, mais croyez-le ou non, par moments il nous arrive de sortir des phrases, je crois qu'on s'en rend même pas compte. Ou alors vous lui répondez « Ouais mec, t'inquiète, c'est normal, hier c'était la pleine lune, ça réveille les loups-garous. T'as pas d'inquiétude à te faire, ça ira mieux ce soir. » Là, vous venez de poser une barrière sur le chemin de la discussion en prenant la posture du sachant, alors que vous ne pensiez pas à mal. Allez, pour m'amuser, je vous fais un dernier exemple. Votre neveu vient à vous, larme à l'œil. « Tonton, j'ai mal au genou, je suis tombé à vélo. » Ni une ni deux, vous vous insurgez. Ça, c'est la faute du maire. De toute façon, il répare jamais les trottoirs. Il y a probablement de multiples nids de poules. Je ne laisserai pas passer. La collectivité, ils vont entendre parler de moi. Attends, je vais leur écrire un courrier, moi. Là, vous êtes parti dans une hypothèse de fou, alors que le neveu, il a peut-être tout simplement été captivé par un papillon qui passait et il a fait une sortie de route. Bon, je m'arrête là. On va passer à la deuxième catégorie d'obstacles, ce sont les attaques. On va pas se mentir, ça peut être avec ou sans l'intention d'envoyer une bombe à notre interlocuteur. Dans cette catégorie, on y trouve le jugement, la critique facile. Vous savez, ce sont les personnes qui interprètent comme ça les arrange et qui bien souvent ne prennent pas tous les éléments en compte. Il y a aussi ceux qui font la morale, à déblatérer toutes ces grandes règles. Et puis il y a celle qui, à mes yeux, a le plus d'impact négatif, c'est faire culpabiliser. Vous en pensez quoi, vous? C'est comme si votre collègue se confie à vous et vous raconte qu'elle a pris 5 kilos en l'espace de 2 semaines. Et vous lui répondez sur le ton de l'humour « Tu m'étonnes avec tout ce que tu t'es empiffré hier. » Ou alors « Ça va, tu trouves encore des choses à mettre dans ta garde-robe ?» Comme je le disais, ça ne part pas toujours d'une mauvaise intention, mais pensez à vous mettre à la place de l'autre. Vous êtes l'émetteur, prenez aussi le rôle du récepteur. Il y a de fortes chances qu'émotionnellement, votre réponse la culpabilise. Et puis il y a aussi cette fameuse réponse. Tu sais, il faut faire attention à ta santé, c'est pas très bon de faire le yo-yo avec ton poids. C'est obligé que vous l'aviez déjà entendu. Bon, on va pas en faire un débat, je pense que vous avez compris le concept, je n'ai pas besoin de donner plus de détails sur toutes les attaques possibles. Concernant la troisième catégorie des obstacles à l'empathie, nous avons le sauveur. Et oui, vous l'avez bien entendu, contrairement à ce que l'on peut penser, cette posture obstrue la bonne écoute. Elle se concrétise de différentes manières, que ce soit donner des conseils, rassurer, consoler, materner, surprotéger, voire extrapoler, ou bien enfoncer le clou bien profond dans l'objectif de passer pour la personne sympathique. Exemple, mon ado vient me voir en me disant « Papa, je te jure, la prof d'histoire, elle saoule, elle explique vraiment mal. » Et puis moi je lui réponds « Ça m'étonne même pas fils, de toute façon qu'est-ce qu'on en a à faire du passé? On vit dans le présent, je la vois bien là avec ses petites lunettes à se balader dans la bibliothèque. » Là je suis allé dans son sens et j'en ai bien rajouté. Après, j'aurais pu choisir l'option du conseil. Fils, tu es devenu un homme responsable. Tu devrais aller la voir à la fin du cours et lui partager ton ressenti. Ou alors j'aurais peut-être pu le materner. Ce que tu me racontes est inadmissible venant d'un professeur soi-disant diplômé. Tu vas voir, à la prochaine réunion parents-prof, celle-là, je vais pas la louper. Vous voyez, plein d'options et finalement, pas d'empathie. Zéro discussion, zéro profondeur. Sinon, imaginez qu'il y a votre sœur qui vient vous voir et vous dit « Oh, mon ado, elle me rend folle. En ce moment, je peux plus l'encadrer. » Vous allez potentiellement vouloir la rassurer en lui disant « T'inquiète pas, regarde, tu étais pareil quand tu étais jeune et maintenant ça va mieux. »
Vous avez peut-être trouvé cette réponse acceptable. Le souci, c'est que vous êtes en train de vous rassurer vous-même, voire couper court à une discussion dans laquelle vous ne voulez pas intervenir. Donc c'est de vous à vous. Cependant, en aucun cas, vous essayez de créer une ouverture à la discussion, voire à l'empathie. La quatrième et dernière catégorie d'obstacles est de mettre la lumière ailleurs. C'est comme si vous aviez un projecteur, mais que vous essayez d'éclairer autre chose. Genre détourner le sujet, quoi. On peut parler de soi, raconter des trucs qui n'ont pas vraiment de rapport ou de lien, minimiser la situation, détourner le problème, et un truc plus subtil que je fais personnellement sans m'en rendre compte, c'est avoir de l'empathie pour la personne absente. Un peu comme l'exemple d'avant où l'ado se plaint de sa prof d'histoire, je serais du style à répondre « Mets-toi aussi à la place de ta prof, tu sais, c'est pas évident de s'occuper de 30 élèves, en plus des ados. » Un autre exemple, votre mère vous appelle pour vous expliquer qu'elle a eu un accrochage sur la route. Avant même qu'elle ne puisse vous donner les premières explications, vous lui coupez la parole pour lui rappeler qu'il y a 5 ans, vous aviez carrément fait une sortie de route. Ou alors le « Bon, si tu m'appelles, c'est que t'es encore en vie ». Et un classique aussi. Ce n'est que du matériel, le plus important c'est que tu n'aies rien. Ces 4 catégories d'obstacles, manteau, l'attaque, sauveur et mettre la lumière ailleurs, sont les raisons pour lesquelles votre interlocuteur va se renfermer sur lui. Et vous ne comprendrez pas pourquoi, car vous pensez être dans une démarche bienveillante. Après, nous n'y pouvons rien, car ces barrières ce sont des traits de notre personnalité qui peuvent dans la plupart des cas mettre fin à l'empathie sans pour autant qu'on le veuille. Il faut se mettre dans l'idée que l'écoute empathique est un cadeau que l'on offre à l'autre. Ce qui veut dire être dans de bonnes dispositions. Quand j'offre mon écoute, mon temps, ce n'est pas un travail de tout repos. Je le fais en pleine conscience, à cœur ouvert, je ne dois pas être préoccupé par autre chose. Mon esprit est focalisé sur l'autre dans la compréhension de ce qu'il me partage. Quand une personne s'ouvre à vous et que vous aimeriez être dans l'empathie, évitez de couper la parole, les jugements, les interprétations, les paroles maladroites, voire les blagues. Soyez simplement dans l'écoute. Vous pouvez de temps en temps accuser réception de ce qu'elle vous dit à travers la relance en répétant certains mots-clés qu'elle a utilisés, voire la reformulation qui revient à utiliser vos propres mots pour redéfinir ce qu'elle vient de vous expliquer. Et si vous désirez poser une question, surtout attendez votre tour et essayez qu'elles amènent à la discussion. Évitez les questions qui peuvent être répondues par oui ou par non. Un exemple tout bête, dans l'empathie, au lieu de dire « Ah, ça doit être dur, hein, oh ma pauvre », dites simplement « Comment est-ce que tu te sens ?» Vous comprenez la différence ? Maintenant, si vous êtes intéressé par l'écoute empathique, curieux d'apprendre comment la formuler, la verbaliser, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche, car ce sera le sujet de ma prochaine vidéo. J'ai hâte de vous retrouver. À bientôt. Ciao, ciao.